À tous à ce nouveau numéro de Masolo et Abeto Tibeno sur la RCMI 94.5 MHz. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Okare Mukiama, directeur général de l'INTS, Institut national des travailleurs sociaux et analystes politiques que vous suivez de temps en temps sur nos antennes. Et la sortie du gouvernement Souminoa 2, une petite ouverture pour l'opposition, et nous allons parler aussi des examens d'État. Les résultats sont sortis un peu vite, à la va-vite. La rencontre Trump-Poutine aux États-Unis, tout ça seront décortiqués au cours de cette émission par notre invité Okare Mukiama. Okare Mukiama, bonjour. Bonjour Papa Idi, bonjour à tous les auditeurs de la radio RCMI. Voilà, Okare Mukiama, comme je viens d'annoncer dans le menu de cette émission, il fallait commencer par les examens d'État. Les résultats sont sortis il y a quelques jours. Alors, comment vous analysez cette situation? D'ailleurs, ça n'a pas pris beaucoup de temps et les enfants sont déjà au courant de ce qui s'est passé. Alors, votre opinion par rapport à la sortie des résultats des examens d'État? Oui, merci beaucoup. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que la fin des examens d'État ou sa passation est une étape cruciale pour la vie des jeunes. On sait que dans notre pays, le début de la maturité commence avec la fin des études secondaires. Donc généralement, c'est à 18 ans. Actuellement, avec la modernité, avec tout ce qu'on appelle des écoles maternelles, on peut encore trouver des enfants qui finissent leur cycle secondaire à 16 ans, 17 ans. Mais généralement, c'est à 18 ans où l'enfant commence sa première phase de maturité. Et donc, chez nous, selon la loi, on parle d'un citoyen, donc d'une personne majeure. Et donc, c'est une étape très importante. Et ceci doit préoccuper la société. Peut-être ce qui a un peu gêné, et ça c'est selon les opinions, c'est la rapidité avec laquelle les résultats sont sortis. Les résultats sont sortis, surtout lorsqu'on sait que les examens d'État ont pris fin un certain jeudi 31 juillet. Le 1er août est décrété dans notre pays fête des parents, qui est aussi associé à tous les défunts. Oui. Généralement, dans nos traditions actuelles, on se rend au cimetière. Et puis, le jour qui suivait, c'était les dimanches. Comme vous le savez, plutôt les samedis. Depuis un temps, on a basculé dans la semaine anglaise. Donc, les samedis, il n'y a on pas... ne travaille pas. Oui. Et puis, les dimanches, c'est les jours du Seigneur, d'une façon universelle. Et au grand étonnement de la population, le lundi, c'était la proclamation. Je ne dis pas ici que, comme dirait l'homme de la rue, qu'il y a eu tricage, que les examens ont été publiés sans attendre l'échéance par rapport aux habitudes. Effectivement, la culture des hommes, c'est aussi les habitudes. Quand on est habitué à voir pour quelque chose de plus sérieux aussi comme les examens d'État sortir 1 mois, 2 mois après, et que pour la première fois on le voit sortir en 3 jours, il y a lieu et que les gens se posent un certain nombre de questions. Mais on a dit que cette fois-ci, il y a eu la participation de l'intelligence artificielle dans la correction des examens d'État. C'est pour cela que ça s'est passé un peu vite. Oui, mais ce qui est vrai, je pense que ce n'est pas un argument solide. L'intelligence artificielle ne rassure pas. Il pouvait dire c'est une machine. Oui, c'est l'homme ça ne rassure pas. Moi-même, qui programme ces machines. Je vais vous donner un exemple. J'ai des cas avec les étudiants dont je dirige les projets tutorés, les mémoires. On trouve avec l'intelligence artificielle, c'est du perroquage, quoi. Donc, ce sont des gens qui racontent, c'est la machine qui raconte. Qui ne contextualise pas. C'est seulement la voix et puis vous voyez un texte assez cohérent, avec un très bon français, mais c'est la machine qui parle. Ce n'est pas contextualisé. C'est pas contextualisé. Donc moi je pense que cet argument de l'intelligence artificielle ne tient pas. Ou peut-être on allait dire qu'on a utilisé... vous avez vu qu'on a même utilisé pendant les élections
ce qu'on a appelé la machine à voter. Oui. Et vous vous rendez compte qu'il y a eu autant de contestations, pour autant que le travail humain reste humain. Et lorsqu'il est mis avec la machine, c'est ce qu'on appelle généralement la cybernétique, donc cette relation qu'il y a entre l'homme et la machine, et c'est l'homme qui manipule la machine. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on allait rester. D'ailleurs, j'ai même suivi des autorités du ministère de l'Éducation nationale qui a dit que, outre les machines évidemment qui avaient été utilisées, mais qu'il y a eu de temps en temps la présence de l'homme qui essayait un peu de décanter les imperfections qu'il pouvait avoir. Cela a rectifié un peu les tirs par rapport à l'année scolaire qui était vraiment élastique. On a commencé un peu en retard avec la grève des enseignants et évidemment, ces systèmes de correction un peu à la va-vite avec l'intelligence artificielle a fait qu'on récupère un peu le temps pour que la rentrée scolaire soit effective au mois de septembre qui arrive. Oui, oui. Mais est-ce que c'est la raison valable pour qu'on applique ça? Parce que il me semble qu'il n'y a même pas eu d'opportunité pour le faire sortir dans 4 jours, parce que il y a pas pressé, comme on dit en français simple. Non, il n'y a pas donc pressé. On pouvait encore aller tranquillement et surtout garder ce qu'on appelle les valeurs. Vous savez, un peuple, un État vit par rapport à ses valeurs, par rapport à sa culture. Donc, si pendant longtemps, on a fait ancrer aux gens l'idée que les examens d'État doivent être corrigés avec rigueur et ça doit prendre une telle échéance, il est toujours bon d'y rester. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi on est allé aussi vite, comme s'il y avait une urgence qui avait été imposée. Mais, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes du temps, il y a on a gagné du temps, vraiment. Si tout a été bien fait, et nous disons tout simplement qu'on a gagné du temps. Mais si cela n'a pas été bien fait, je pense que le gain de temps ne compte pas toujours par rapport à ces calculs-là. Voilà, chers auditeurs, vous suivez Okare Mukiama dans cette émission Masolo Abetoti Beno sur la RCMI 94.5 MHz. Okare Mukiama, dans cette émission, on a parlé aussi, on a dit, nous avons dit dans le menu que le gouvernement souminois 2 est sorti. Il n'y a pas vraiment de changement, une petite ouverture avec quelques éléments qui viennent d'incorporer l'équipe gouvernementale, notamment Adolphe Mouzitou. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de déceptions. Parce que la fois passée, que nous venons toujours avec notre pot d'analyste, nous ne voulons pas errer de gauche à droite, nous restons. Et puis, quand on vient comme analyste, les gros de nos matières sont tirés de la population. C'est ce que la population raconte. Oui. Vous devez savoir qu'ils ne sont pas nombreux qui ont ce courage de passer à la radio, parler à la radio, mais ceux qui viennent parler à la radio comme nous représentons, comme on dit, les voix des sans-voix. Voilà. Il y a des gens qui sont toujours prêts nous sommes leur à passer les expressions, mais malheureusement, ils n'ont pas ce courage. Pourtant, par rapport à la RCMI, je pense que tout celui qui a une information, qui peut le donner à la population, peut passer ici pour le dire. Malheureusement, à ce niveau, tout le monde n'a pas ce courage-là. Alors, la population constate que, d'une façon générale, et qu'il n'y a pas eu par rapport aux attentes et par rapport à ce qui avait été dit. C'était un cauchemar, un rêve. Donc il fallait vraiment une cassure avec le passé. En fait, c'est la relation qui existait entre les discours de ceux qui étaient censés mettre sur pied ces gouvernements et les attentes de la population. Okay. Il y a toute une coopération là-dessus. D'une façon générale, même pas la population, mais en tant qu'individu, un intellectuel, un analyste de surpoids comme moi, on peut bien constater qu'il n'y a pas eu grand-chose dans ces changements, dans cet avènement par rapport aux attentes de la population. On peut tout de suite constater que plus de la moitié, donc si on voit bien, près de 80% exactement, ont été reconduits. Plus de 3/4 de l'ancien gouvernement a été reconduit. Et pour commencer, et par le premier principe qui avait été énoncé, que le travail sera fait de manière d'abord à réduire la taille du gouvernement. Alors, quand on commence à... Cela n'a pas été le cas. On est parti pratiquement... De 54 à 53. À 53, ok. Donc, on veut dire que... On garde le même nombre. On garde le même nombre.
Mais c'est dangereux sur le plan de la communication. Par rapport à ceux qui ont dit non, la taille sera fortement réduite, on va diminuer les trains de vie justement pour essayer de faire une compensation avec les secteurs qui ont des problèmes. Alors, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un tollé aussi par rapport aux qualités de ministre. En fait, c'est remue-ménage qui a été fait. On trouve par exemple que le ministre de la Jeunesse, qui a été beaucoup décrié à l'époque. Hein? Beaucoup décrié. D'ailleurs, on parle d'une sortie au niveau de l'Assemblée nationale, où il était interpellé, où il devait parler devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, qui est le piédestal de la démocratie, s'est rendu compte qu'en fait, on avait des ministres inexpérimentés et qui ne maîtrisaient pas leur domaine. Mais à la grande surprise de tout le monde, c'est celle-là qui se retrouve aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, et dans une période où ce ministère a besoin de gros vertébrés, de gros calabres pour faire face. Vous savez, tout le monde a félicité Madame Wanière, et là ça ne pose pas de problème. On pensait qu'on allait lui enjoindre exactement quelqu'un des vertébrés pour cette synergie-là, parce qu'actuellement c'est là où se posent les problèmes. Malheureusement, ça n'a pas été comme ça, mais celle qui le remplace encore pose problème. On vous dit... Madame Coutinho, Madame fille Coutinho du pasteur. a de problème. Son niveau d'études. Vous savez, peut-être les gens qui nous suivent en ce moment, quelqu'un va dire, ah non, mais... en parenthèse, j'ai suivi quelqu'un qui a dit non, cette fois-ci, vous avez bien incompétent dans le gouvernement. Parce que tu l'es compétent, diplôme. A raison. Je l'ai suivi, j'ai ri, j'ai dit non, il peut avoir raison. C'est une réaction tout à fait normale. Parce que compétent, ok. Parce qu'on tourne toujours là au rond. Alors, peut-être là, ça peut aller, mais chez nous, la tradition, c'est que pour passer ministre, il faut être clean, hein? Il faut clean, voir donc, exactement un certain nombre. Même les études, on doit savoir qu'on a étudié ici, une filière. On a obtenu. En fait, nous ne sommes pas loin des traditions politiques françaises ou même occidentales. C'est ça aussi l'Europe. Nous sommes justement derrière ces traditions-là. On ne peut pas accéder. Vous voyez les kilos, les niveaux qu'on donne à un ministre. Donc ça ne peut pas être n'importe qui. Okay. Alors là encore, il y a des problèmes. Parce que c'est une jeune fille, mais apparemment, mais qui vient dans un ministère aussi costaud. La jeunesse. Hein, la jeunesse. Voyez-vous tous les problèmes que la jeunesse congolaise... D'ailleurs, c'est l'un des maillons de la démocratie où il faut beaucoup travailler. Okay. La jeunesse. Hein, vous voyez encore là, ça pose problème. Mais aussi, il faut revenir sur ce qu'on appelle les ministres éternels. C'est-à-dire, il y a des ministres qui ont fait autant d'années. Dans les premiers mandats. D'ailleurs, certains sont même partis depuis avant la sortie des cabinets. Oui, de Félix Tshilombo. Oui. Vous avez, par exemple, Mboussa Namouissi, vous avez Julien Paluku. Oui. Ils sont là depuis le gouvernement FCC-Cash, non? Exactement. J'essaie un peu de les comparer à Takizal, Loyal Mouss Mbingin, chez nous ici, qui avait aussi battu le record sur Mobutu, mais là c'est la dictature. Ganga Fuvingi Gudumbangana, qui a fait plus de 15 ans comme ministre de Forcade, vous vous rappelez? La formation des cadres et idéologiques, voilà. et puis, je me rappelle aussi de Beye Djema, vous vous rappelez? Mais Djema à l'époque, qui a aussi autant... Bon, là, c'est sous la dictature, c'est la fidélité qui comptait. Mais ici, c'est la démocratie. On voit Jean-Pierre Bemba qui reste. On voit Jean-Lucien Boussa et puis Julien Paluku, pour prendre ces trois noms-là. Mais sur le plan de la géopolitique politicienne, et ces gens, l'essence de leur présence est parfait. Vous avez Lucien Boussa. Vous savez dans quelles conditions cet homme est parvenu au pouvoir. C'est par des insultes, c'est par des menaces. C'est quelqu'un, aujourd'hui, le gouvernement, Félix Tshisekedi s'est dit, s'il faut les laisser partir, ils risquent de gagner le camp de l'opposition. Et par rapport à sa rhétorique, vous le connaissez, ça risque d'être plus dangereux. Vous avez Julien Paluku,
qui est pratiquement un patriarche dans la partie est du pays, mais avec tous ces mouvements, on s'est dit, le laisser partir, c'est aller encore renforcer les rangs et de l'autre côté. Et on peut comprendre, et c'est comme ça que ça se passe. Mais d'une façon générale, vous avez l'entrée de Mosito, qui vient d'ailleurs, qui n'étonne pas les gens, parce que depuis un temps, il y avait déjà des tractations. C'est dans une certaine analyse, c'est parmi de gens dont on dit qu'ils souffrent d'une opposition en fait papillonnante. On voit aussi avec l'Isanga Bonganga, ils sont comme ça. Alors là, on va voir comment ça va se passer. Mais ce qui est vrai, pour Mosito, on pense que c'est une nouvelle expertise qui reviendra. C'est vrai que ce n'est plus un Premier ministre, c'est juste un simple ministre du budget. Même quand on dit vice-premier ministre, non, vice-premier ministre, ça c'est sur le plan politique. Voilà. Mais sur le plan technique, c'est le ministère du budget. Voilà. Ok, et voilà. Nous supposons que cette fois-ci, Mosito, surtout avec nous, avec tous nos projets que nous avons dans les Kouilou, il pourra un peu les booster. Voilà, merci chers auditeurs de la RCB, vous suivez Masolo Abetiti Beno. Nous avons comme invité DG Okare Mukiama. Nous parlons de la politique dans notre pays. On va retourner un peu à la technique pour revenir dans quelques... Chers auditeurs, on est revenu après cette petite pause et on parlait d'Adolphe Mosito qui a rejoint l'équipe gouvernementale du gouvernement souminois. Et certains observateurs dans les couilles sont déçus par rapport à ça. Okare Mukiama, il ne fallait pas qu'il fasse son entrée dans ce gouvernement. Oui, je disais que ce que les gens appellent déception aujourd'hui à l'endroit de Mosito pour son positionnement ne date pas d'aujourd'hui. Et sinon, Mosito allait déjà sortir dans un gouvernement et bien avant ça. Oui. On a parlé des tractations. Certains ont fait même appel à des liens de parenté que sa femme entretenait avec l'actuel pouvoir. Mais ça n'a pas été. Mais cette fois, ici, bon, ça a été. Et puis, il faut dire que ce n'est pas aussi venu de sa propre volonté. C'est que le gouvernement, le régime en place, avait lancé depuis un temps cette possibilité d'intégrer dans son règne tout ce qui est opposition et puis société civile. Il me semble que même l'opposition appelée communément la Mouka de Fayoulou et alliés était partie, mais seulement qui n'a pas mordu, compte tenu des principes qu'ils ont posés. Ils ont posé des principes. Okay, il fallait que le gouvernement organise les dialogues. Les dialogues, voilà. C'est bien. Alors, mais Mosito est allé. Moi, je crois que ça n'étonne pas. Vous savez, depuis un temps, Mosito n'est plus ce Mosito qu'on a connu il y a 10 ans, 20 ans. Tu sais, à l'époque, il avait promis de faire que le pays soit ingouvernable pour les régimes Tshisekedi à l'époque. Hein. Effectivement. C'est-à-dire, on doit se poser la question, qu'est-ce qui a changé? Mosito qui était proche de Fayoulou et qui ont subi le forfait dont il parle. C'est qu'ils ont gagné les élections, que le pouvoir avait été rendu à quelqu'un d'autre. Et je ne vois pas pendant ces temps, c'est vrai que les politiciens ont tendance à évoquer un principe qui dit le pouvoir est dynamique, mais cette dynamique du pouvoir doit avoir aussi un soubassement, c'est-à-dire que ça ne peut pas être comme ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, exactement, il trouve que le pouvoir qu'il a critiqué il y a quelques années a changé pour qu'il se rallie à lui. Je pense que en réalité, c'est un repositionnement à la fois politique et économique. On voit que même tout ce qu'il avait amassé comme moyen, toutes ces influences qu'il avait autour de lui, au fil du temps, diminué. Et puis aujourd'hui, il se rend compte en tant qu'un véritable homo politicus, parce qu'ils les ont appris depuis qu'ils sont entrés au gouvernement. Ils n'ont plus d'autres milieux où ils peuvent aller se déployer, ce n'est que la politique. Ils sont restés des bêtes politiques, des animaux politiques. Et là, on dit tous les moyens sont bons à condition qu'on soit, qu'on gouverne et qu'on règne. Donc, c'est un peu l'esprit qui a animé, concrètement. Et puis, quand tu reviens là, la population, les auditeurs doivent savoir que ce n'est plus l'image de Mosito
comme Premier ministre à l'époque. Mais non, c'est un simple ministre. C'est un simple ministre. Et même quand on dit ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, tout ça, ça ce sont des termes politiques. Dans l'association politique, on dit non, tous ceux qui nous accompagnent sont des ministres d'État. Et c'est, voilà, donc vice-premier ministre, mais en réalité, c'est un ministre du budget. Et comme j'ai dit, les choses chez nous se passent, même quand on supporte toujours les nôtres, on se dit toujours, laissons tomber ce qui nous sépare et revenons sur ce qui nous met ensemble. Et donc, nous pensons que sa présence, surtout qu'il vient au ministère du budget, à un moment où il quitte, a un problème sérieux. Vous vous rappelez de cette question de ravin ou oui. de la route qui doit traverser Kanzombi. Nous estimons que son retour pourra apporter quelque chose. Mais d'une façon générale, il revient au pouvoir comme un simple ministre qui sera soumis à un rythme d'un gouvernement dont il ne dirige pas. Voilà, merci. Et chers auditeurs, nous poursuivons cette émission. L'opposition politique congolaise, on commence d'abord par ceux qui sont à l'extérieur. Ils se sont réunis, les gens de Ensemble pour la République à Bruxelles. Comment tu expliques cette étape des choses? Parce que depuis un moment, on ne voyait même pas Ensemble se réunir, surtout que tous les dirigeants, presque les ténors de ces partis politiques, sont à l'extérieur du pays, au Karim Moukiama. Oui, je me disais dans ma petite intelligence, je me disais que dans des jours qui viennent, ça sera difficile pour certains opposants de se déployer. On voit comment les choses se passent, au moins qu'on ne les dise pas. Je pense que Katumbi, si je parle de Katumbi, comme je n'ai jamais souvent voulu parler de nom, mais les partis sont des propriétés privées. Et Ensemble, tout le monde le sait que c'est une affaire de Katumbi. Okay. Moi, je crois que ce repositionnement est lié justement à sa situation actuelle. Vous savez, depuis qu'il est parti en Europe, il ne peut pas plus revenir à cause d'un problème lié à son passeport qui n'a pas été renouvelé comme Congolais. Et déjà... en politique, c'est comme ça. Il est en train de prendre position. J'ai suivi personnellement la déclaration de Kamitatu, que j'ai considérée d'une déclaration à suivre. Elle est audacieuse. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Et ceci montre que c'est une opposition qui s'organise, bien sûr à l'extérieur, parce que sur le plan national, apparemment, l'espace ne leur est pas favorable, oui. Mais il y a aussi une autre opposition comme celle de Fayoulou, donc oui, la Mouka sur place au pays, qui pense que nous y restons au pays, nous gardons cette fidélité malgré tout ce qui arrive, et s'il y a des problèmes à poser, nous les posons à l'intérieur du pays. Mais qui continue à demander un dialogue. L'opposition qui est restée au pays, notamment la Mouka, demande un dialogue, que le chef de l'État autorise un dialogue, organise un dialogue entre les Congolais, de se parler en face pour trouver des solutions. Effectivement, même ce gouvernement qui est sorti dernièrement, ce n'est pas un gouvernement issu du dialogue. C'est un gouvernement qui est fait par la volonté du chef de l'État, comme je l'avais dit après les consultations, comme je l'avais dit, le chef du président, il a été élu, je ne cesse de le dire, à 73%. Et maintenant, il y a des évaluations à mi-parcours et des évaluations finales. C'est-à-dire qu'il est libre dans son gouvernement de penser que pendant ces temps, voici comment je peux opérer un remaniement pour essayer d'apporter de meilleures attentes possibles telles que la population les exige ou l'exige. Mais pour l'instant, je pense que les dialogues pourra venir après. Celui qui est au pouvoir n'a pas le même statut que ce qu'on appelle l'opposition. Oui. Il veut aussi gagner son temps. Et dans mes évaluations, je pense que s'il y a dialogue, ça sera un peu plus tard. Donc peut-être en 2027, lorsqu'on... Juste avant la fin du mandat. Avant la fin du mandat, il pourra avoir un dialogue. Et ça va profiter à qui à ce moment-là? Non, ça va profiter toujours au régime en place parce que
ces dialogues devraient lui accorder encore quelques années pour la transition. Un temps de sursis. Exactement. Exactement. Donc, ça va un peu se passer comme ça. Gloire à Dieu qu'il protège tous ces gens, tous ces opposants, pour que, en ces moments-là, qu'on puisse se dire réellement les problèmes du pays, parce que tous ces problèmes ne pourront être dits que dans ces cadres de dialogue, de concertation entre des gouvernements qui se font par la volonté personnelle du pouvoir en place. Voilà, et en politique toujours, il y a les procès Constant Moutamba. Là, les réquisitoires du ministère public a demandé près de 10 ans de travaux forcés. Comment vous avez jugé ça? Bon, moi je ne suis pas un juriste, mais moi je constate, c'est que je suis beaucoup de réseaux sociaux. Des fois, je réagis aussi, mais les Congolais doivent se donner un certain paradigme. Donc, le paradigme de la justice. Apparemment, quand vous lisez les réseaux sociaux, tout le monde crie à la vengeance de Dieu. Alors, mais j'ai lu une page surtout que Moutamba aujourd'hui c'est l'homme le plus en vue du côté de la population. Tellement que c'est médiatisé. Oui, exactement, c'est médiatisé. J'ai lu plus de 1400 vues se rapportant au jugement de Moutamba et plus de 1200 vues ont ramené cette affaire à Dieu. Donc je trouve que donc près de 90%. Je trouve que si jamais Moutamba sortait de la prison, il est fort probable qu'en 2028 qu'il devienne président de la République. Et je me dis, du coup, est-ce que c'est pas une erreur que le gouvernement a laissé parce que je comprends pas bien. Je sais pas si ça va nécessiter une enquête pour voir qu'est-ce qu'exactement les populations pensent. Mais voici mon point de vue. Je me dis, le gouvernement qui l'a arrêté, c'est le même gouvernement où il a été ministre, c'est le même président de la République qui l'a nommé, et c'est le même qui a nommé tous ces magistrats, tous ces procureurs et tous ces juges-là. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que c'est juste. Au contraire, moi j'ai dit, si Moutamba est arrêté, donc lui-même, là où il doit se dire, c'est que je fais un bon travail au ministère donc, de la justice. C'est pour cela on m'a fait arrêter. Exactement. Non, je n'ai pas fait un bon travail. Dans quel sens? C'est-à-dire que comme ministre de la justice, c'était lui l'organisateur de ce ministère. Et si aujourd'hui, c'est à qui tu as donné tu as donné cette organisation du ministère, t'arrêtes, ça veut dire que toi tu as fait un bon travail, parce que en fait, ce n'est pas parce que tu es ministre qu'on ne peut pas t'arrêter. Mais si on arrête un ministre, ça veut dire que le ministre a fait un bon travail. Donc, je ne sais pas si on me comprend, mais ce qui est vrai, nous, comme je vous ai dit là, on n'est pas juriste, mais Moutamba, par après, au-delà de son intelligence, au-delà de sa maîtrise de la justice, Moutamba devra encore beaucoup apprendre en politique. Voilà. Surtout que il faut bien comprendre l'espace dans lequel se déroule cette politique. Nous sommes en République démocratique du Congo, un pays qui s'accompagne avec ses traditions, ses symboles, ses valeurs. Ça se passe comme ça. Voilà. Donc moi je crois que dans les jours qui viennent, il devra tirer beaucoup de leçons dans la façon de se comporter en politique. Voilà, Okare Mukiama, on tend vers la chute de cette émission. Il y a la rencontre, sur le plan international évidemment, la rencontre Trump-Poutine, consécutif à la recherche de la paix en Ukraine et beaucoup de choses évidemment. Comment vous jugez cette rencontre? D'ailleurs en Alaska, un territoire de la Russie vendu aux Américains il y a quelques années. Comment vous trouvez cette rencontre entre les deux présidents? Non, ceux qui doivent tirer la plus grande leçon, ce sont nous, là, les Africains. Qui peut comprendre aujourd'hui que Paul Kagame... Il est d'ailleurs sous mandat international. Ok. Qui peut comprendre... Mais les États-Unis n'ont pas signé... Qui peut comprendre aujourd'hui que Paul Kagame et Tshisekedi peuvent se rencontrer quelque part? Non seulement se rencontrer quelque part, ils se sont rencontrés, je crois, à Qatar, à Doha, au Qatar. Mais c'est poser la question... Est-ce qu'ils peuvent monter dans la même voiture? Est-ce que le président Paul Kagame peut être reçu dans une base militaire congolaise comme à Kitona? Et est-ce que le président congolais Tshisekedi peut être reçu dans une base militaire? Voilà. C'est la plus grande raison
quand on dirige les États, on doit s'en passer des émotions, sentiments personnels. Oui. Ok, ça, moi je pense que la plus grande leçon, ce sont les Africains qui doivent les tirer. Que quand vient le moment de résoudre des problèmes qui concernent les États, s'en passe de tout. On doit s'en passer. On voit seulement okay. Et moi, je pense que c'est là la notion de la force, d'équilibre de la force en politique. Poutine est allé parce que toutes les dispositions avaient été prises. Lorsque vous suivez ces interviews, vous savez que même sa nourriture a été scannée. Voilà, la nourriture de Poutine a été scannée. Voilà. Et même il vous dit d'avance que je vais, mais il n'y aura aucune réaction parce que tous les moyens ont été, en fait, disons, comment on dit, toutes les dispositions ont été prises. Il y a des sous-marins sous eau, il y a des avions qui vont survoler. Il y a la force terrestre russe qui va se rapprocher de plus en plus. À la frontière. Mais c'est là. C'est là. Vous avez vu Trump a pleuré là-bas. Et d'ailleurs, plutôt, Poutine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, selon les experts des relations internationales, c'est lui qui va sortir vainqueur. Oui. Voilà. Puisque l'Occident l'a déjà diabolisé, et surtout l'Europe. Exactement. Personne ne pensait que Poutine serait réussi. Ok, d'ailleurs il dit que je ne veux pas voir les Européens. C'est que les Européens font. On va dérouler le tapis rouge. Et puis c'est que l'Ukraine. Mais aujourd'hui au moins, tout le monde a compris que voilà, il y a une puissance émergente qui est en train de confronter une puissance traditionnelle. Oui. Et même quand j'ai suivi tous les éditoriaux ce matin, dans des presses internationales, on vous dit non, Bush le pauvre Bush, Trump a été même étonné de constater cette organisation managériale qui a été appliquée par la Russie et son homme. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça qu'on élève les États. On doit se préparer. Il fallait attendre beaucoup d'années pour que la Russie atteigne ce niveau-là. Mais il y a eu du silence. Les gens se sont préparés. On s'est organisé sur le plan interne. Et aujourd'hui, on voit Poutine comme un interlocuteur valable. Parce qu'on ne peut pas s'en passer de lui. Et pour la paix, pour que la paix soit rétablie en Ukraine ou en Europe, il faut parler avec Poutine. C'est ce que Trump a compris et il a fait. Merci. Je ne sais pas, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Et Okare Mukiama, un dernier mot à nos auditeurs qui nous ont suivis et à la vidéo aussi sur YouTube. Je profite pour présenter mes condoléances à la famille de l'abbé Jacques Mondondou qui, en ce moment, le corps est exposé à la cathédrale et dont je vais m'y rendre juste après cette émission. Je profite également pour saluer tous mes amis du quartier Vevo, le groupe Lizarazu, le groupe La Jolie et bien évidemment tous mes amis du quartier Sankoro, Sainte-Marie. À vous tous, excellent week-end. Voilà, merci chers auditeurs de la RCMI. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec Okare Mukiama dans le cadre de l'émission Masolo Yabe Tuti Beno. Vous nous avez suivis, nous vous disons merci. Vous étiez à Kikwit, un peu partout, vous nous suivez, surtout sur YouTube. Vous allez nous suivre un peu partout. Merci beaucoup, Idissa Kala présenté. À la caméra, c'est notre jeune frère Vansina et à la régie finale à la radio pour la prise de son, c'est Michael Kiboko. Merci et à la prochaine. Prochaine.